Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jeudi noir dans les transports en prévision, vu que la grande mobilisation contre la réforme des retraites se déroule ce jour-là. Margot Faudéré d'Europe 1, vous êtes avec nous. Bonsoir. Qu'est-ce qui nous attend? On va peut-être commencer par la SNCF. Ça va être très compliqué de circuler ce jour-là? Oui, Laurence, vous l'avez dit vous-même, ce sera bel et bien le jeudi noir que les Français redoutaient. Dans les trains, le trafic va être extrêmement réduit, voire parfois totalement à l'arrêt. D'après les prévisions de la SNCF, les axes les plus touchés par les grèves devraient être l'axe Est avec un TGV sur 4 en circulation et l'axe Atlantique avec un TGV sur 5. Pour les Ouigo, il faudra s'attendre à un train sur 3 et seulement un TER sur 10 en moyenne. Attention, aucun intercité ne circulera jeudi et le trafic sera fortement perturbé dans les TGV Lyria entre la France et la Suisse. En Île-de-France aussi, le trafic va être très perturbé. Aucun RERD ne circulera entre Châtelet et la gare de Lyon. Et pour les Transiliens, attendez-vous à seulement un train sur 10 en moyenne sur les lignes K, L et N. Côté RATP dans les métros, le trafic devrait être très perturbé sur l'ensemble des lignes 2 à 13. Sur le RER A et B, prévoyez seulement un train sur 3. En revanche, dans les bus, la situation devrait être un peu moins difficile avec 2 bus sur 3 en circulation. Enfin, pour les avions, un vol sur 5 pourrait être annulé à Orly, d'après les premières prévisions. Seuls les vols vers l'outre-mer ne seront pas touchés. D'accord. Même l'aérien est touché, Louis de Ragnel. Et zéro intercité. Pourquoi c'est vraiment un moyen qu'utilisent les Français tous les jours pour se déplacer? Non, mais il y a quelque chose de terrible dans ce que vient de dire Margot. C'est que globalement, plus vous habitez dans les grandes villes, moins vous êtes gêné dans votre quotidien. Alors, c'est quand même très gênant. C'est-à-dire que quand vous avez plus de RER, ou plus beaucoup de RER, plus beaucoup de métro, plus beaucoup de TGV, c'est gênant. Mais globalement, plus vous vous éloignez des centres-villes et des grandes villes, des métropoles, plus vous avez, moins vous avez la possibilité d'emprunter les transports en commun. Zéro intercité, c'est quand même absolument rien. Je crois qu'il y en aura un seul entre Paris et Limoges. Non, Clermont. Paris et Clermont. Excusez-moi, un aller-retour. Dans la journée. Et après, voilà, louper, un TER sur 10, c'est quand même rien du tout. Donc, je trouve que c'est un peu la double peine pour cette France périphérique, cette France qui parfois est loin des métropoles, qui travaille et qui n'a vraiment pas d'autre choix que de ne pas travailler. Alors justement, on a Augustin Donadieu, notre envoyé spécial, avec Jean-Laurent Constantini, Gare Saint-Lazare. Bonsoir à tous les deux. Les garçons, les voyageurs que vous croisez, ils se préparent, ils anticipent. Ils sont résignés ou ils sont en colère, Augustin ? J'ai envie de vous dire que la grogne monte ici, en l'occurrence à la gare Saint-Lazare. Les voyageurs longue distance ont été prévenus peu après 16h par un mail de l'annulation de leur train. Alors tout simplement, ils prévoient de quitter la capitale un jour plus tôt, dès demain soir. Mais les travailleurs, eux, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, ils sont en colère. Écoutez-les, on les a interrogés. J'essaie de me mettre un petit peu à leur place, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre. En tout cas, celui-là, il marche pas et nous, on n'y est pour rien. Là, je devais sortir, ça a été annulé, voilà. Ouais. C'est ça, le bien-être des Français par rapport aux syndicats. Concrètement, je vais prendre mon jeudi et mon vendredi. Je vais me faire un long week-end, c'est tout. Alors ces travailleurs, ils ont recours au système D. Certains vont télétravailler, d'autres vont carrément poser leur journée et leur vendredi pour avoir un long week-end, mais tout en restant dans la capitale, puisque ça va être très compliqué de prendre le train. Et on a même rencontré une travailleuse qui prévoit de dormir à l'hôtel dans Paris demain soir pour être à l'heure jeudi matin au travail. Augustin Donadieu, Jean-Laurent Constantini et Gare Saint-Lazare. Ça s'annonce compliqué, effectivement, Jean-Christophe Covy. Il va y avoir beaucoup de perturbations. Et le mouvement peut être reconduit. Il y a d'autres journées de mobilisation prévues déjà. Alors, je ne vais pas parler à la place de toutes les confédérations, parce qu'effectivement, il y a aussi une intersyndicale. Mais oui, il se dit que peut-être qu'on pourrait... c'est sûr, à mon avis, on en fait la... Encore une fois, c'est... Le gouvernement en fait, comme on dit souvent, la mère des réformes, et nous, on en fait la mère des batailles, parce qu'encore une fois, c'est vrai que... On parle de grève, mais on dévie toujours sur du blocage. Mais on a le droit d'exprimer son idée et on a le droit d'être gréviste. Et encore une fois, on va faire de la comptabilité. Là, on va regarder le nombre de manifestants. Mais moi, j'aimerais bien qu'on regarde le nombre de grévistes, parce que tous les grévistes ne vont pas forcément manifester. Déjà, ils ne peuvent pas eux aussi peut-être rejoindre des grands mouvements sur des grandes villes, etc. Mais donc, ça serait bien aussi de faire cette comptabilité-là. Déjà, on serait plus précis. Et puis après, encore une fois, c'est un sujet sociétal. Quand c'est un choix aussi du gouvernement d'utiliser ce prisme que sur l'âge. Il y avait d'autres solutions peut-être à évoquer, mais on voit bien que c'est une posture et qu'on ne veut pas en bouger, qu'on en fait vraiment une affaire de bras de fer. Et donc nous on relève le défi parce qu'on estime que, par exemple, sur les exonérations de cotisations dans les grandes entreprises, je vais citer juste un chiffre, Sanofi,
je crois 8 milliards d'aides de crédit d'impôt recherche, sachant que Sanofi, ils font où la recherche? Aux États-Unis et en Inde. Et il n'y a pas de conditions en fait. Donc en fait, on donne de l'argent comme ça à des grands groupes, mais il y a sans condition, et on demande à ceux qui travaillent, qui se lèvent aussitôt, qui font des heures, qui travaillent les week-ends, les jours fériés, etc., de transpirer pour les autres. Voilà. Peut-être un petit mot là-dessus, Eric Revel. Est-ce qu'on peut comparer les deux choses? Non, justement, je ne vois pas trop le rapport entre le crédit recherche de Sanofi, qui n'a pas été capable de produire un vaccin, d'ailleurs, pendant la crise Covid, et puis le sujet des retraites. Je vois pas trop le rapport. C'est prendre un endroit pour mettre là. Voilà, mais... en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que le déficit des retraites, c'est 12 milliards d'euros. Il n'aura pas le goût de carotte, si vous voulez. Donc, on peut pas, à mon sens, on peut pas mélanger. Maintenant, je comprends ce que vous dites. Moi, je suis pas là pour défendre les grands groupes. Mais vous voyez, quand vous dites aussi, il faudrait comptabiliser les grévistes. Les grévistes, oui, mais par définition, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous bloquez les transports en commun, par définition, les gens qui auraient pu venir à la manifestation ne viendront peut-être pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour mettre dans leur voiture, et ils n'ont pas de transport en commun parce que les syndicats les bloquent. Vous voyez. Donc, oui, c'est un peu. Vous êtes d'accord. Non, mais ça peut se comprendre. Mais je veux dire, le chauffeur d'un TER ou s'il a envie de participer à une manifestation, il faut bien qu'il y aille. Il va bien pas. Sûr. Voilà. Bien sûr. Pour rebondir sur ces Français qui seraient privés de transport pour aller au travail, il y a même des applications de covoiturage qui ont annoncé des aides exceptionnelles jeudi pour tous ceux qui prendront leur voiture et qui feront du covoiturage. Donc il y a tout le système D qu'on avait en reportage qui s'organise aussi. Avec des petits bonus. Vous voulez rajouter quelque chose, Nathan Dever? Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez parce que j'étais totalement d'accord. Moi, je dirais même que le vrai blocage, c'est le blocage politique. Si vous voulez, vous avez encore une fois une opinion, on le répétera jamais assez, qui est majoritairement, très largement contre cette réforme. Vous avez Aurore Berger qui dit, quoi qu'il arrive, nous allons la faire passer telle qu'elle, avec une rigidité incroyable. Et vous avez, et c'est ce que vous disiez, et à mon avis c'est très important d'insister sur cette idée, vous avez, et c'est plus grave encore, un gouvernement qui fait un choix politique, un choix qui obéit à une liberté, à une volonté, mais qui fait passer son choix pour une fatalité, pour une nécessité, qui nous disent en fait, c'est pas du tout une décision qu'on prend, c'est la situation est telle que nous n'avons pas d'autre possibilité que d'agir ainsi. Oui. Ça, vous savez, Jean-Paul Sartre appelait ça la mauvaise foi, et même il avait des termes plus insultants pour conceptualiser ce genre d'attitude, que quand on déguise la liberté en nécessité. Ils ont une interprétation du corps qui est univoque. Moi, j'ai lu ce rapport, j'ai vu les économistes du rapport du corps, Conseil d'orientation des retraites, qui en effet est analysé par des économistes de manière différente, qui donne la possibilité d'ouvrir un vrai débat politique. Je dis pas qu'il n'y a pas de sujet sur les retraites. Ça fait des mois qu'on débat. Peut en débattre. Je dis qu'on peut. Des mois, des années. Depuis le début du précédent quinquennat qu'on débat de la réforme des retraites. Moi, je suis objectivement, c'est pas une question d'Emmanuel Macron ou pas, mais il faut réformer les retraites pour une raison assez simple aussi. C'est un paramètre qu'on évoque assez peu. C'est la question de la démographie, du nombre de cotisants pour rapporter au nombre de personnes qui sont retraitées. Et puis, on voit bien, il y a l'augmentation de la durée de vie. On va pas augmenter le montant des cotisations, on va pas baisser les pensions. Et il y a un moment, l'équation, elle est pas très compliquée, in fine. Et en fait, moi, ce qui m'étonne et qui parfois me choque un peu, c'est toutes les personnes, par exemple, qui ont voté successivement pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, pour Valérie Pécresse, et même Éric Zemmour, pour tous ces candidats qui défendaient une réforme des retraites avec parfois un âge situé autour de 64-65 ans, et qui soudainement aujourd'hui vous disent « Ah mais non, mais pas du tout, mais il n'y a plus du tout de nécessité de réformer les retraites ». Et on voit bien, même dans les hypothèses moyennes de prévision économique, il y a un besoin au moins à horizon 2030 d'un peu plus de 10 milliards d'euros. Et je vais vous dire une chose, je pense que la réforme telle qu'elle sera votée à la fin sera beaucoup plus faible que l'objectif initial annoncé. On va peut-être en faire une. Et donc, au lieu d'avoir une nécessité, j'en profite aussi pour répondre à un argument, il y a des gens qui disent oui, mais tous les 10 ans, il y a une nouvelle réforme des retraites. Ouais. Bah oui, évidemment, parce que tous les 10 ans, la situation économique du pays change. Tous les 10 ans, la démographie aussi, il faut la réactualiser. Mais il y aura tous les 10 ans une réforme des retraites. Alors, Eric Revel. Il y avait d'autres pistes. Il y avait d'autres pistes, mais on va les regarder ensemble, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y avait l'augmentation des cotisations pour les salariés et pour la part patronale. Bon, on augmente les cotisations, on trouve des liquidités et on fait, très bien. Là, vous augmentez le coût du travail en France qui est déjà très élevé, si vous augmentez les cotisations sur le bulletin de salaire, puis vous diminuez le pouvoir d'achat des Français qui est déjà attaqué. Si vous augmentez des prélèvements en termes de cotisations pour les salariés, vous diminuez le pouvoir d'achat. Est-ce que c'était une bonne solution? Pas sûr que les syndicats l'auraient admis. Je continue juste, puis après je vous laisse parler. Deuxième possibilité, c'était de réduire le niveau des pensions.
des retraites. Bon, les retraités, il n'y a pas que des retraités qui gagnent 3 000 euros par mois en retraite. Il y en a plein qui sont même parfois en dessous du minimum vieillesse. Ça existe. Diminuer les pensions, compliqué. Il y avait une autre solution. Lionel Jospin avait créé un truc très intéressant, le Fonds de réserve des retraites. Le Fonds de réserve des retraites, qui a été créé en 2001, qui devait être alimenté à hauteur de 150 milliards d'euros, qui ne l'a jamais été, pour des raisons X ou Y gouvernementales, qui gère aujourd'hui 35 milliards d'euros. Ça, c'était aussi une solution. Mais ce qui est intéressant, vous savez quoi ? C'est que le fonds de réserve des retraites aujourd'hui, vous savez comment il est géré ? Il est géré comme un fonds de pension. Il est géré, le fonds de réserve achète des actions et des obligations. Bon, ben oui, mais c'est une réalité. Incroyable. Donc vous auriez préféré augmentation des cotisations ? Vous auriez été dire à vos parents que leur retraite allait baisser, ou vous vouliez puiser dans un fonds de réserve des retraites qui malheureusement était une bonne idée à la base, mais qui n'a jamais eu les moyens. Syndicaliste, répondez. Non mais voilà. Non mais Alors, et puis après Nathan Devers. Jean-Christophe Couvi d'abord. Il y a beaucoup de pistes qui n'ont pas été évoquées. Quand on dit qu'on en parle depuis longtemps de la réforme des retraites, en parler, ça ne veut pas dire négocier. Ça veut dire qu'effectivement, c'était une rengaine. On savait que. Ah ben oui, mais. Alors déjà, les négociations commencent maintenant parce qu'en fait, on n'avait pas le projet. Et les syndicats n'avaient pas forcément été très consultés non plus. Enfin voilà, donc j'aime bien qu'on négocie, mais dans ces cas-là, on met le projet. Et là, on voit bien que c'est un projet sur l'âge. C'est d'ailleurs l'âge légal, et on a déjà expliqué que l'âge légal, c'est pas l'âge réel. L'âge réel est toujours supérieur à l'âge légal parce que justement, il faut des trimestres de cotisation. Et plus on se rapproche, plus l'âge légal se rapproche justement de l'espérance, de la fin de l'espérance de vie, et plus d'ailleurs la différence se fait. Donc ça veut dire qu'à terme, on vivra moins longtemps parce que ça stagne depuis 10 ans. Et après. Quand on dit les cotisations retraite, le plafond des cotisations retraite, il est à 3 666 euros. C'est-à-dire que si vous gagnez 15 000 euros par mois, vous ne cotisez que sur 3 666 euros. Déjà, ça, c'est pas normal, je trouve. Je trouve que les gens qui gagnent des salaires supérieurs à cette somme-là pourraient cotiser un peu plus aussi pour les autres. Et après, il y a des choix budgétaires. Et encore une fois, la CADES, puisqu'on parlait de ça, de la CADES, de remboursement des aides sociales, le fonds de retraite, ça doit pas servir à faire de la cavalerie. C'est le cas aujourd'hui. Mais c'est le cas aujourd'hui, mais c'était pas le but de Lionel Jospin à l'époque. Ça sert à rembourser la dette sociale. Voilà. Et oui, mais c'est pas le but. Et le but, en fait, effectivement, c'est quand on fait des fonds comme ça, comme vous dites, où on a des fonds de réserve. En fait, on achète des actions, des obligations. C'est parce qu'en fait, on fait aussi travailler des marchés. On fait travailler justement le capital. Le capital. Et donc, je trouve que le gouvernement n'a pas été à la hauteur du dialogue social. Pour une raison très simple, c'est que sur l'histoire de la réforme de l'assurance chômage, l'espèce d'embrouillamini pendant les fêtes où les syndicats ont découvert un projet qui avait été dévoyé, qui n'était pas le projet à la signature au moment de la négociation, ça donne pas une bonne idée du dialogue social du côté du gouvernement. Nathan Devers, un petit mot avant la pause. Oui, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Bon, premièrement, on aurait pu mettre sur la table toutes ces possibilités que vous avez énumérées, discuter, ouvrir un débat politique, premièrement. Deuxièmement, cette question de l'espérance de vie, qui est toujours invoquée. Je pense que le vrai critère, c'est la question de l'espérance de vie en bonne santé. Si vous voulez, il y a une vraie question, une vraie réflexion à avoir sur la manière dont est traité le grand âge dans notre société. Là, moi, je préfère même dire le mot vieillesse parce que c'est pas un mot du tout péjoratif. Il y a un projet de loi qui arrive d'ailleurs, bien sûr. Le grand âge. Mais si vous voulez qu'on se dise que dans une société, soit vous êtes une force productive, parce que physiquement, vous avez la capacité d'être une force productive, soit vous n'êtes pas un membre à part entière de notre société, il me semble que cette mesure va dans le sens de cette vision-là de la vieillesse et que c'est extrêmement dangereux. Et la troisième chose qu'il faut dire, quand même, sans être économiste, mais ce déficit éventuel à horizon 2030 dont nous parle le Conseil d'orientation des retraites, qui est d'un peu plus de 10 milliards d'euros, là on nous dit que c'est l'apocalypse. Quand, il y a quelques années, le gouvernement a dépensé 484 ou 486 milliards pour une politique sanitaire qui était complètement discutable et contestable. Alors là, ceux qui disaient que c'était un petit peu apocalyptique pour le coup de dépenser 486 milliards en 2 ans pour des choses qui étaient évitables, on les traitait d'illuminés ou d'ahuris. Mais si vous voulez, c'est quand même particulier de dire que 486 milliards, c'est pas grave, on les a jetés à la poubelle, il n'y a aucun problème, et 13 milliards par an, ça c'est l'apocalypse. Non, mais depuis si vous voulez, c'est quand même différent. C'est tellement dégradé qu'on est à 10 milliards d'euros près. Mais c'est pas l'apocalypse. La situation budgétaire s'est dégradée énormément. C'est simplement que tous les gouvernements essayent de tendre vers un équilibre budgétaire et d'équilibrer tout ce qu'ils peuvent dans tous les postes de dépenses. Alors après, il y a des choix politiques qui sont faits. La crise sanitaire, et je suis pas là en train de dire que elle était bien gérée, je mets ça un tout petit peu à part parce que globalement, c'était un phénomène complètement exogène qui n'était pas prévu ni voulu par le gouvernement.
Ensuite, ils ont essayé. Est-ce que la stratégie était bonne ou mauvaise? Ça fera l'objet d'un autre débat. Mais simplement, après, tous les ingrédients qui rentrent dans la politique budgétaire française, dans la préservation des comptes publics, dans ce cas-là, si on se dit que 20 milliards c'est rien ou 30 milliards c'est rien, plus rien n'est rien. Vous avez cité un chiffre très important tout à l'heure. On citera dans un instant le chiffre très important. C'est lequel? Juste que je me rappelle pour tout la démographie, on est au plus bas depuis 1946. Les bébés d'aujourd'hui, c'est les collégiens de demain, les étudiants d'après-demain et les salariés d'après-après-demain. Et les cotisants aussi. Vous ne les voyez que comme des cotisants. Vous avez des euros dans les yeux. Allez, 18h30, on reprend ce débat dans un instant dans Punchline, mais d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Journée noire ce jeudi dans les transports en prévision de la mobilisation contre la réforme des retraites. Sur les lignes TGV, seulement un train sur 3 et un train sur 5 en fonction des axes. Le trafic régional sera quasiment arrêté avec un TER sur 10 en moyenne et une fréquence à peu près identique pour les lignes Transilien et certains RER. Une enquête ouverte contre Noël Le Graët pour harcèlement moral et sexuel. Le président de la Fédération française de football dément ces accusations. Il a été mis en retrait de ses fonctions par son comité exécutif. Une décision prise après un signalement pour outrage sexiste de la part de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Emmanuel Macron, bientôt de retour à Marseille. Début février, le chef de l'État devrait faire le point sur le plan Marseille en grand, un vaste plan de rénovation des écoles soutenu financièrement par l'État. Mais cette fois, les élus locaux l'attendront particulièrement sur les transports. Emmanuel Macron souhaite notamment désenclaver les quartiers nord. Beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. 18h31, on fait une toute petite pause. Merci à Jean-Christophe Couvi, merci à Margot Faudéré. On se retrouve dans un instant avec Éric Chevet, vice-président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, parce que là aussi, ça va être compliqué pour elles jeudi.